Bonjour à toutes et à tous. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Circulab. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mathilde Lapierre. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, très content de te retrouver, puisque pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a un petit peu plus d'un an avec Raphaël de Copano, qui est basé du côté de Notre-Dame-des-Landes, qui a initié un projet sur KissKissBankBank où j'avais, comme beaucoup d'autres, participé à ce projet donc de conception de panneaux en paille pour la construction. Et en fait, la contrepartie, c'était une formation par l'association Nebraska dont tu fais partie avec Cédric. Et donc, j'avais adoré cette formation. C'est pour ça que je me suis dit, si je relance le podcast, il faudra que je t'interviewe parce que j'avais trouvé ça génial. On va évidemment revenir en long, en large sur ce que fait l'association et ce que vous faites au sein de cette association. Mais déjà, Mathilde, est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter et ensuite nous présenter un petit peu ton parcours? C'est Mathilde Lapierre, ouais, je suis une formation d'architecte. Donc j'ai d'abord, été formée à l'école d'architecture de Grenoble et puis, dès la sortie de l'école, voilà, j'ai fait du chantier en plus de l'architecture et puis, je me suis très, très vite intéressée à la paille. En fait, j'ai même jamais vraiment fait autre chose et puis on a fondé donc, avec Cédric Hamelin, la l'association donc Nebraska. Dans laquelle je suis toujours, à l'heure actuelle et on est spécialisé en fait dans la paille porteuse. Voilà, donc et j'ai OK. aussi, j'ai passé mon CAP charpente, il y a quelque temps voilà, pour un peu étoffer mes compétences, au niveau technique. Donc et puis j'ai arrêté l'archi maintenant, pour me OK. concentrer sur la paille. OK. Et on va revenir sur tous ces détails parce que c'est quand même assez original. Enfin bref, je laisserai chacun juger, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Donc en gros, aujourd'hui, donc tout le monde l'aura compris, on va parler plus de construction. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dresser un panorama rapide des principales difficultés actuelles et puis peut-être même à venir surtout, des modes de construction actuels? Alors on va principalement parler béton, mais aussi construction bois à 100%. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour les non-initiés, s'il te plaît? Je peux, alors je vais pas forcément faire un cours, sur, la situation, on va dire du bâtiment actuel, mais je peux déjà, ouais, effectivement donner, en tout cas mon regard. Disons que, le secteur du bâtiment est, voilà, un des plus émetteurs, un des plus consommateurs, du coup émetteurs en CO2 et on construit encore effectivement, bon, la réglementation a évolué, mais on construit encore beaucoup, avec des matériaux qui sont donc peu isolants, et avec des matériaux qui utilisent beaucoup de ressources non renouvelables. Donc, tout le monde connaît un peu l'exemple du béton qui est constitué donc de sable, de ciment, qui sont des matériaux, voilà, qui sont pas infinis. Donc pour le sable, on sait qu'il y a des problématiques d'approvisionnement et pour le ciment qui sont, voilà, avec un matériau qui est extrêmement émetteur en CO2. Donc, actuellement, on a quand même un problème sur le bâtiment qui est quand même vachement à la traîne par rapport aux enjeux environnementaux, actuels qu'on connaît et donc, voilà, on sait tous que c'est un peu urgent de réagir. Notamment sur, voilà, sur le bâtiment qui est, voilà, encore une fois, très, très émetteur de CO2. Ouais, d'autant plus que si on veut être un peu concret, je sais que le sable est considéré par l'ONU comme la ressource la plus à risque après l'eau au niveau mondial. Donc Mmh. c'est pas une petite problématique. Et puis de même dirais-je, enfin, même en France, il y a beaucoup de chantiers où il y a des difficultés d'approvisionnement sur le sable. Donc on est sur un vrai sujet, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, dans ta présentation, tu as évoqué les termes paille porteuse, mais dans l'esprit commun, les gens peuvent connaître la paille comme un matériau pour isoler, mais pas véritablement pour construire. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur justement cette fameuse paille porteuse, s'il te plaît?
La paille porteuse, c'est vrai que c'est une solution, je pense qu'il a attiré assez vite, parce qu'il y a un côté un peu magique quand même dans le fait que ce soit un matériau mou, qui soit en fait, porteur. Et c'est un peu, je pense qu'il y a un côté un peu, je sais pas comment dire, challenge peut-être, où en fait, c'est quand même un matériau qui, d'instinct, voilà, n'est pas fait pour porter, mais en fait, on se rend compte qu'en fait, il peut le devenir et que du coup, en fait, on va aller utiliser le matériau, dans toutes ses qualités. Et c'est un peu ça que je trouve super intéressant dans la paille porteuse. C'est, ça a un petit côté, voilà, solution magique, isolant, porteur, support d'enduit, on va rentrer dans le détail, plus précisément. Mais, ouais, c'est un matériau, en fait, ultra simple, ultra, banal, voilà, qui vient de pas loin, ouais, qui est accessible, qui passe pas par la chaîne, par des filières industrielles, en fait. Ça aussi qui est quand même super intéressant. Ouais. Et voilà, dans le cas de la paille porteuse qui, en plus, peut reprendre la charge, d'une toiture, quoi. Alors justement, j'aimerais qu'on s'arrête sur, les avantages, de la paille porteuse. C'est un enfin même de la paille, c'est un matériau qui amène un certain confort dans le bâtiment, qui gère bien le niveau d'humidité d'une pièce, qui a une excellente performance d'isolation, j'en oublie sûrement. Ouais, tout à fait, il a plein d'avantages, tu l'as dit, hygrométrique, donc c'est un bon, alors l'enduitaire est encore bien meilleur, mais c'est un bon régulateur, d'humidité. C'est aussi un super isolant thermique, en fait, ça se situe quand même dans l'un des meilleurs isolants, voilà, biosourcés. Alors après, c'est sûr, c'est des épaisseurs de murs, relativement, importantes. Les gens ont pas encore l'habitude, en fait, d'avoir des murs qui font plus de 20 centimètres, parce que 20 centimètres, c'est le béton. Mais, en fait, on est en train d'épaissir les murs des bâtiments, et c'est juste une question culturelle, en fait. Mais voilà, en fait, la paille, est quand même un super bon isolant. Voilà, qu'est-ce que Et justement, tu évoquais, l'aspect géosourcé. Ça aussi, c'est assez extraordinaire parce que la plupart aujourd'hui des solutions, on a parlé de la laine de verre, mais on aurait pu parler de comment dirais-je, du polystyrène qui est encore, couramment utilisé. Là, on est sur de la paille, donc qui est disponible à peu près, dans n'importe quelle région de France, corrige-moi si je dis des bêtises. Et surtout, de souvenir, vous aviez dit pendant la formation, avec Cédric, il y avait, je crois, 50 millions de tonnes de paille qui étaient produites chaque année en France. Il y a, bon, évidemment, les fermes, utilisent une bonne partie, mais il reste 5 millions dont on sait pas quoi faire, quoi. Et juste avec ces 5 millions, on pourrait isoler, toutes les constructions de logements, chaque année, en France, quoi. tout à fait, ouais. Ouais, c'est aussi un énorme avantage, de la paille. Alors, elle n'est pas partout disponible, sur le territoire français. Elle n'est pas homogénéiquement, disponible, on va dire. Parce qu'il y a des territoires comme la Beauce où évidemment il y a beaucoup plus de production, puis il y a des territoires où il y a plus d'élevage, et donc en fait il y a plus d'utilisation, pour, justement la litière, en fait, des animaux. C'est le principal usage, en fait, de la botte de paille. Et donc en tout cas tu as effectivement, les bons chiffres. Et actuellement, en fait, on n'utilise que 5 000 tonnes de paille, enfin de bottes de paille. Et donc on voit qu'il y a, voilà, il y a un facteur 1000 entre ce qui est disponible et ce qu'on utilise actuellement. Donc en fait, c'était vraiment une filière qui peut se développer énormément. Et il y avait un autre aspect qui me semblait, assez fou. Alors là, on va en plus aller sur l'aspect, paille porteuse. C'est que, on parle beaucoup actuellement de construction en bois, mais on a tendance à oublier que dès les années 2030, il y aurait des difficultés d'approvisionnement en bois, pour la construction. Et c'est là que justement, la paille porteuse reprend tout son sens. Ouais, tout à fait. Il y a des études qui ont été faites, il y a notamment une étude qui s'appelle TerraCrea, qui est très intéressante et qui, en fait, a étudié, en gros, la hausse de l'éco-construction dans les, 30 années qui arrivent. Donc on sait qu'en fait, on va, quand même, grâce à la réglementation, il y a, et aussi, évidemment, heureusement, on va dire j'allais dire les mœurs, enfin, je sais pas comment, Ouais, l'état d'esprit, quoi. l'état d'esprit, voilà. On sait que ça va beaucoup, beaucoup augmenter.
mais que en fait, c'est quand même un vrai problème au niveau de la filière bois parce que, voilà, les forêts comment elles sont structurées actuellement, on va avoir beaucoup de mal à répondre à cette énorme augmentation et donc en fait, on sait que si on fait rien et bah, effectivement en 2050, et bah, il y a peut-être à peu près un tiers des bois de construction qui vont devoir être importés. Ce qui est quand même en fait super problématique parce qu'on essaie de faire quelque chose de plus vertueux, mais en fait, si on utilise du coup des bois qui ont fait 8000 kilomètres, c'est un vrai problème en fait. Et donc c'est vrai que c'est pas très connu, je pense, du grand public. C'est-à-dire que le bois c'est super, mais il faut aussi pas en abuser parce qu'en fait on n'a pas la ressource pour pouvoir suivre la cadence en fait. Ouais. Et surtout que malheureusement, le marché international du bois est vachement soumis au braconnage, au trafic, etc. Donc effectivement, pour éviter toutes les difficultés que tu as évoquées, surtout si on ne sait pas d'où vient précisément le bois, ça devient un non-sens complet, quoi. Ouais, et puis c'est aussi le fait que je pense que mettre en pression une filière, ça aussi amène énormément de problèmes, on sait déjà qu'il y a beaucoup de problèmes de gestion forestière sur la densification, voilà, la sylviculture, il y a plein de problèmes de monoculture, dans les forêts françaises, et voilà, qui posent plein de problèmes de biodiversité et en fait, voilà, si on met sous tension ces filières-là, on sait pas faire que pousser ce genre de pratique. Or, il faut évidemment aller vers autre chose, quoi. Ouais, complètement. Et c'est surtout, alors on a rapidement parlé d'état d'esprit, mais alors il y en a eu d'autres, vous en aviez montré beaucoup pendant la formation, mais en France, on a quand même la maison Feuillette. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Ouais, la maison Feuillette, c'est le bâtiment le plus vieux qu'on ait retrouvé, en Europe, en ossature bois, remplissage bottes de paille. C'est-à-dire c'est un ingénieur qui, en fait, après la Première Guerre mondiale, a, a trouvé, en fait, un peu a élaboré un concept qui est donc, des petites poutres, régulièrement, disposées entre lesquelles on vient mettre des bottes de paille. De paille, d'ailleurs pas que de paille, il était déjà super précurseur sur les voilà, il a décrit tout son système et il dit qu'on peut venir y mettre des bottes de paille, des bottes il liste toutes les céréales qui peuvent fonctionner. Donc il était, voilà, c'était hyper ingénieux. Après c'est un exemple un peu tout seul dans son coin en fait. Il y a pas eu vraiment d'émule, au-delà de sa petite expérience. Ce qui est dingue, c'est que pourtant à l'époque, il fallait reconstruire vite, etc. Et que, en fait, il avait vraiment trouvé une solution, mais qui n'a pas, comment dirais-je, été vraiment adoptée, quoi, parce que Ouais, bah, je crois qu'il cette y a que maison 2 existe maisons, encore en plus. ouais, ouais, ouais. Il y a que 2 maisons, je crois, qui ont été retrouvées. Donc il y a la maison Feuillette, il y en a une autre qui a été retrouvée, ailleurs, au sud de Paris et donc elle est morte de debout, elle est en super santé, il y a le CNCP qui l'a racheté. Alors, CNCP, quel est l'acronyme? Je ne sais plus. Conseil Heu, national des, la construction paille, ouais, ça doit être ça. ouais, qui l'ont racheté. Donc voilà, c'est une maison qui va super bien à l'heure actuelle, hein. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la filière. La paille enfin voilà, elle a pas pris l'eau, donc elle vieillit très bien. Mais effectivement, je pense qu'à l'époque, ça devait être, complètement, il a dû passer pour un huluberlus, je pense, avec sa solution, quoi. Mais j'ai lu récemment il avait quand même déposé son brevet aux États-Unis et tout. Et puis il y a pas mal de maisons, enfin là aussi vous l'aviez montré pour l'information, aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, qui sont aussi isolées et construites en paille, quoi. Ouais, en fait, les plus vieux bâtiments en paille, sont aux États-Unis, sont en fait dans le Nebraska. C'est pour ça que nous, on s'appelle Nebraska. C'est sur la fin du 19e et en fait, les premiers bâtiments en paille étaient en paille porteuse. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, c'est un peu l'arrivée de l'agriculture, laborieuse, en fait, avec l'arrivée de l'agriculture intensive dans des régions qui ont pas beaucoup de bois et donc en fait, les ouvriers agricoles, ont trouvé cette solution, en fait, d'empiler les bottes de paille. Alors j'imagine qu'au début, ça devait être un peu fait de bric et de broc, mais
Mais ça, en fait, actuellement, il y a encore des bâtiments qui sont en paille porteuse qui sont là et qui fonctionnent encore très bien, en fait. Et c'est ça qui est dingue, c'est que contrairement à l'idée reçue et les trois petits cochons, la maison en paille est peut-être la pire de toutes. En fait, il s'avère que c'est peut-être un des matériaux les plus sains, les plus solides, effectivement, quand c'est bien fait, bien construit, et puis les plus agréables à vivre. Ouais. Après, effectivement, je pense que on n'a pas peut-être, c'est aussi une question de voilà, de mœurs, mais c'est vrai que, le béton, la brique et des matériaux comme ça, minéraux, résistent assez bien, en fait à l'eau. C'est-à-dire que on peut abandonner une maison, elle peut prendre la pluie pendant 40 ans par le poids et elle restera relativement, elle pourra encore être récupérée quoi, encore être réhabitée. Alors qu'avec tous les matériaux biosourcés, voilà, au bout de 5 ans, ça se passe assez mal quoi, ça commence à pourrir, Ouais, s'il y a pas donc c'est d'entretien juste du ça tout, et la cetera, quoi. voilà. Mais c'est juste une question de mœurs en fait, voilà, il faut qu'on évolue là-dessus et pas avoir il faut avoir tous les matériaux, enfin tous les bâtiments construits en biosourcé, il faut avoir une attention particulière sur la qualité de la couverture, quoi. Et d'ailleurs, justement, bah, ça, tu vas pouvoir nous présenter, l'association à Nebraska, parce que c'est précisément ce que vous faites, des constructions, en paille porteuse. Enfin, je te laisse un peu nous présenter l'association. Ouais, et bah, nous, on est donc spécialisés dans on s'est vraiment, construit sur le développement de la paille porteuse. C'est-à-dire que, un peu toutes nos actions, vont dans le sens du développement de la paille porteuse. Parce que, en fait, je vais être obligée de dire 2 mots un peu du contexte. En fait, en France, pour que, une entreprise, une architecte, heu, construise, on a une obligation d'assurance. C'est, vraiment c'est donc on peut pas ne pas prendre d'assurance, en fait. Et cette assurance qui s'appelle l'assurance décennale, c'est l'assurance qui couvre l'ouvrage pendant 10 ans. Et ben, en fait, cette assurance, l'assureur, il accepte de l'assurer seulement si la maison est en technique courante. Et en fait, voilà, c'est cette expression, la technique courante. En fait, il faut que la méthode de construction utilisée, respecte, des normes, un DTU, des règles pro. Enfin, il y a plein de familles après différentes, de textes, mais on peut pas construire comme on veut, quoi. Parce que sinon l'assureur ne nous assure pas. Donc, il y a un énorme, enjeu sur la question de l'assurance. Voilà, je dis ça parce que, un des axes de Nebraska, depuis le début, c'est d'avancer sur les textes réglementaires. Parce que la paille porteuse, actuellement, n'a pas de texte réglementaire qui décrit, voilà, comment est-ce qu'on doit construire. Et donc, nous, ça fait depuis le début qu'on s'est attelés on a essayé de regrouper des gens, des professionnels qui construisent comme ça, parce que du coup, il y a quand même des gens c'est ça qui est un peu fou, c'est qu'il y a quand même des gens qui construisent, en fait, en paille porteuse, bien qu'il n'ait pas d'assurance. En fait, ils prennent des risques, concrètement, mais heureusement qu'ils sont là, parce que en fait, nous, après, quand, on présente un texte, au gouvernement, le gouvernement, va en fait dire: «OK, mais combien vous avez de bâtiments construits comme ça?» Donc en fait, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue et donc en fait, heureusement qu'il y a des gens qui prennent des risques et qui construisent quand même sans, décennale, parce que ça permet après d'aller présenter un texte au gouvernement pour pouvoir obtenir des décennales. Enfin voilà. Ouais, mais tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ça qui est dingue, c'est que vous avez, déjà pas mal de chantiers. Est-ce que tu peux nous en décrire quelques-uns, Ouais. histoire que bah, j'imagine qu'ils font partie des projets que vous avez montrés aussi, pour faire avancer la cause de la paille porteuse? Ouais, tout à fait. Parce qu'effectivement, donc dans l'asso, voilà, on avance sur la question réglementaire, mais on fait aussi du chantier. On essaye de faire à peu près 3-4 chantiers par an pour, justement, on choisit des bâtiments un petit peu, particuliers, un petit peu démonstrateurs pour, pouvoir dire: «Bah, voilà, on a fait», parce que c'est important pour crédibiliser la filière de pas faire que des bâtiments qui seraient des maisons, par exemple. Donc on essaie de faire des bâtiments un peu représentatifs de la diversité, en fait, qui existe, dans la construction en France. Donc on fait du chantier, on a fait, donc des petits ERP. ERP, c'est des établissements recevant du public.
On a fait, là, on vient de terminer un bâtiment pour des travailleurs, donc cantine, vestiaire, voilà. On a fait, on a aussi, isolé une fondation, d'art contemporain. Ah, on va un peu sur tous les terrains. On a aussi fait des maisons Bien sûr, individuelles. ouais. Voilà, on essaye de faire un maximum de projets, différents. Et il y avait aussi, je crois que c'est ça qui m'avait un peu surpris aussi, vous aviez aussi fait une chambre froide? Ouais, oui, tout à fait. On a aussi fait une chambre froide. Alors c'est un sujet assez technique, mais assez intéressant, en fait, moi je ne connaissais pas le sujet avant de me plonger dedans, mais en fait, ça consomme beaucoup, beaucoup une chambre froide Bien sûr. parce que, souvent, bah, voilà, c'est un groupe froid, en fait, qui produit du froid, mais souvent, en fait, on vient mettre du polystyrène autour et en fait, le polystyrène est un très mauvais isolant du chaud Mmh. et donc en fait, c'est super dommage, ça marche pas du tout, quoi. Enfin, c'est vraiment mal pensé, quoi. Et ça vient en fait, ça devient très intéressant de mettre de la paille parce que la paille, au contraire, est un bon isolant du chaud. Il est plus lourd, en fait et donc on a fait comme ça une chambre froide. On en a même fait 2 et ça per on a instrumenté pour pouvoir vérifier que tout passait bien. Voilà, tout passe bien et surtout les consommations sont super faibles, donc c'est hyper encourageant, en fait. Ouais, c'est dire la pertinence, de la solution parce qu'une chambre froide, on se dirait: «Bon, bah, il faut des trucs hyper, classiques, mécaniques, ultra» je sais pas comment dire, mais je pense effectivement à du polystyrène, mais en fait non, il s'avère que la paille est plus performante, c'est ça qui est fou, quoi. Ouais. Ouais, 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 non, la paille, ça voilà, on se classe vraiment parmi les meilleurs isolants, voilà. Même si c'est comme je le disais, c'est une épaisseur de 46 centimètres, donc c'est pas non plus voilà, faut s'habituer. Ouais, tout à fait. Mais bon, après, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on on veut avoir un bâtiment, agréable et cetera? Mais c'est peut-être même, quand j'y repense, le seul, inconvénient, de la paille si on fait un petit peu l'état des lieux des pour et des contre. De la paille? Ah, les pour et les contre. Les pour, bah, il y en a tellement. Voilà, local, super isolant, ça se composte, les déchets de chantier se compostent. On se rend pas compte, mais en fait, un chantier, ça génère des tonnes de déchets. Bah, bien sûr. Donc ça, c'est trop chouette. Et puis Ça stocke du il y carbone. a un côté peut-être sur lequel on reviendra après, mais c'est aussi une technique de construction qui est hyper accessible. Enfin, je veux dire, bon, encore une fois, je prétendrai pas faire ce que vous avez fait, loin de là, mais la formation qu'on a faite l'année dernière, en une demi-journée, vous nous avez montré comment faire un mur, quoi. C'était quand même assez génial. On était une dizaine, douzaine à faire un mur tous ensemble, juste avec des bottes de paille. Et on a réussi un truc qui était rigolo, quoi. Enfin bref, c'est aussi le côté accessible Ouais, du matériau, quoi. oui, alors je suis toujours un peu ambivalente, j'aimerais aussi que les gens pensent pas que c'est trop simple parce Bien qu'il y a quand sûr. même des difficultés techniques et il faudrait pas qu'ils se lancent, comme ça, à faire des murs, tout seuls dans leur coin. Il y a quand même besoin enfin, à mon sens, il y a besoin d'une vraie formation, Bien sûr. et puis d'un voilà, il y a des trucs à pas rater. Mais oui, c'est vrai que c'est une méthode quand même qui est ultra, low tech aussi. Il y a quand même peu d'outillage, cher. Mmh. Et effectivement, hein, il y a pas beaucoup de matériaux dans un mur en paille, quoi. Il y a 3 matériaux, il y a un peu de bois, il y a de l'enduit, et il y a de la paille, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Et est-ce que tu vois d'autres avantages, d'autres points forts de la paille? Ou on les a tous faits? Bah, ça fait quand même de l'argent, enfin, du coup, il y a quand on prend une paroi en paille, bah, voilà, il y a un peu des sous qui vont partir à la matière première et puis aussi il y a des sous qui vont partir donc aux personnes qui vont le construire. Et en fait, cette répartition, elle est plus intéressante dans les murs paille, en fait, parce que, ça guide l'argent plutôt vers la main-d'œuvre. Alors que quand on va acheter, j'en sais rien, de la brique monomure, bah, la brique monomure, en fait, elle va coûter plus cher. En fait, elle va être fabriquée, j'en sais rien, pour le coup, j'ai aucune idée sur la monomure, mais elle va être fabriquée plus loin, sûrement, j'en sais rien, en Pologne ou quelque chose comme ça, Ouais. avec une main-d'œuvre moins payée et elle va être posée en France par des intérimaires, peu payés. Donc c'est aussi, moi, j'aime bien aussi l'idée que, quand même le bâtiment, c'est un secteur au niveau de l'emploi qui est quand même chaud, quoi, les gens sont quand même pas bien payés, ils font un travail vraiment dur et Ouais, avec des conditions de sécurité, souvent discutables. ouais, voilà, même si évidemment il y a plein d'améliorations, mais voilà, du coup, c'est intéressant, de ces emplois, voilà, plus qualifiés et locaux, en fait. Ça recentralise, en France, quoi.
Ouais, tout à fait. Donc, on relocalise l'activité économique et tous ces flux. Et puis, il y a peut-être un avantage aussi qu'on a oublié de mentionner. Enfin, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais dans cette rapide état des lieux, c'est tout simplement ça capture du carbone. Enfin, ça en stocke. Oui, tout à fait. Quand ça pousse, en fait, pour faire la photosynthèse, ça stocke le carbone, en fait, pour faire sa structure. Et du coup, ça, c'est super intéressant parce que, par exemple, voilà, quand on fait un mur en béton, il y a du ciment. Le ciment, pour le cuire, pour faire le calcaire, on va émettre du CO2, alors que la paille fait exactement l'inverse, elle va le stocker. Donc, c'est aussi pour ça que c'est même au niveau environnemental, je pense que c'est le meilleur argument de la paille. Ouais, tout à fait. Et donc, à moins que d'autres avantages te reviennent à l'esprit, mais les inconvénients de la construction en paille, ce serait quoi selon toi, mis à part la fameuse épaisseur des murs? Et encore, je pense que c'est quelque chose qui peut être anticipé sur les constructions neuves, non? Oui, tout à fait. Je pense le principal inconvénient pour l'instant, ça reste quand même l'argent. C'est-à-dire que pour l'instant, bah voilà, l'éco-construction reste plus cher, enfin, que le conventionnel, quoi. Et ça, on a du mal à faire descendre les prix. Et ça, Mais tu c'est aussi l'expliques que parce qu'il y a un manque enfin, de diffusion du savoir-faire et donc de tous les procédés qui pourraient permettre de réduire la note ou, enfin, je veux dire, de passage à l'échelle finalement ou c'est d'autres mmh, aspects encore? c'est difficile de savoir, mais effectivement, il y a peut-être le fait que l'éco-construction est principalement exercée par des petites entreprises. Peut-être que, alors même si c'est en train de changer, il y a Bouygues, mais enfin voilà, il y a quand même des gros majors qui s'y mettent. Et peut-être qu'ils vont réussir à optimiser, peut-être qu'ils ont, voilà, ils ont des compétences sur l'optimisation, j'imagine, oui. Donc ils vont réussir peut-être à faire un peu descendre les prix. Par contre, je sais pas, enfin, il y a aussi le fait que, disons sur tout sur ça, ce qui est placo et tout ça, toute la filière a été tirée, en fait, et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on n'arrive pas à rattraper les prix. C'est voilà, un mur en parpaing, Il y a ouais, 100 ans d'habitudes qui ont été établies et qui font que quand tu arrives depuis quelques années, t'as 100 ans de développement face à toi, quoi. ouais, et puis je pense que, il y a aussi beaucoup, je pense qu'à tous les échelons, c'est des ils voilà, les prix ont été tirés par le bas, donc voilà, on prend des intérimaires, on prend des gens qui sont très peu payés un peu à tous les niveaux, alors que dans la construction de paille, je pense que les gens ont des salaires quand même plus élevés, qui font qu'en fait, l'entreprise a des prix plus chers, en fait, que Bien sûr. quelqu'un qui a une boîte de maçonnerie et qui fait bosser des intérimaires, quoi. Ouais, et puis après, là, c'est aussi, on en revient toujours à la même chose, c'est est-ce qu'on paye juste la construction du mur ou est-ce qu'on va aussi faire payer tous les services, entre guillemets, fournis par ce mur? C'est-à-dire que tu as, par exemple, évoqué la relocalisation de l'économie, mais on aurait aussi pu dire, bah ouais, mais en fait, moi, mon mur stocke du carbone, donc je vais le facturer, alors que le mur Oui. qui va émettre du carbone, bah lui, lui il devrait être facturé beaucoup plus cher, histoire qu'on ait un véritable équilibre qui se recrée, quoi. Ouais, tout à fait. Après, là où actuellement on arrive des fois à faire, justement basculer, les clients là ou la maîtrise d'ouvrage, c'est, quand, on leur parle de consommation. Parce que, quand on compare un mur, parfum polystyrène, on va leur dire: «Bah, voilà, sur 15 ans, vous allez avoir telle note, Alors, tu veux dire de en consommation, telle chauffage, note de ouais. chauffage, et en refroidissement». Maintenant, on commence à quand même calculer aussi le refroidissement parce que ça devient aussi, un pôle de dépense, en fait. Bah oui, 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 Et surtout dans les aussi, bâtiments publics, j'imagine. voilà, oui, 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 et puis même je pense que les privés vont aussi commencer à s'y mettre, malheureusement. Et puis en Et plus, ce qui n'était pas un sujet il y a quelques années devient un véritable sujet. Et puis en plus, la climatisation nécessite plus d'énergie que le chauffage, en règle générale. ouais, oui. Et si on compare du coup, à un bâtiment en porteur, bah, voilà, ou en même pas en remplissage, hein, pardon, quand je dis porteur, c'est paille porteuse. Ouais, bien sûr. Et donc si on compare ça, évidemment, on va avoir une note bien moindre. Et là, si du coup on cumule à la fois le coût de construction et le coût de consommation, bah, là, du coup, les clients, ils pourraient basculer en se disant: «Bah, voilà, dans 20 ans, ma maison m'aura coûté moins cher, en fait». Ouais. Mais bon, ça nécessite, aussi des gens qui voient les choses à plus long terme, ce qui est pas le cas de
les acteurs du bâtiment, il y a des gens qui font par exemple de la promotion, qui vont plutôt avoir un intérêt, voilà, un jour J en fait, et pas à plusieurs temps en fait. Ouais et puis, faut qu'il y ait une certaine connexion ou que ce soit la même personne entre, le donneur d'ordre et l'organisation ou la pers ou les personnes qui vont vivre, le bâtiment, quoi. Oui, ouais, tout à fait. Parce que souvent, bref, il va y avoir cette distinction entre, bah, je fais en sorte de construire au moins cher parce que je me fiche de ce qui va se passer dedans et inversement, si c'est la même personne, là, il va y avoir cette réflexion, on va dire plus, long terme, quoi. Tout à fait, ouais. Et tout ça, c'est assez fou et est-ce que justement, tu peux nous en dire un petit peu plus de vos avancées d'un point de vue, réglementaire, enfin, dans ce que tu peux dire, hein. L'idée, c'est pas de savoir des Mmh. choses, exclusives. Ce que je veux dire par là, c'est où vous en êtes par rapport aux assurances, où vous en êtes par rapport, aux organisations publiques? Et bah, alors nous, ce qui est bien déjà dans l'asso, on a convaincu notre assureur de nous assurer, il y a déjà maintenant 2-3 ans. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il a été d'accord pour nous suivre, alors qu'on n'est pas en technique courante. Mais voilà, on a réussi à le convaincre, et c'est super chouette. Et est-ce que Donc ça tu veux le citer, histoire de féliciter les assureurs ouais, bien qui sûr, sont un peu novateurs? c'est ouais, c'est l'auxiliaire. OK. Et ben, Voilà, bravo à eux, c'est cool, d'avoir des assureurs tout à qui fait, fassent confiance. complètement, ouais. Et puis après au niveau de la filière, au niveau national, on a déposé, une première mouture en fait, là en juin. Donc en fait après maintenant on a plusieurs échelles de commission à passer et donc avant d'atteindre la commission vraiment technique, il faut déjà qu'on réponde, qu'on le document, on a eu des retours sur un peu la conformité plutôt on va dire, je vais pas dire administrative, mais plutôt de forme. D'accord. Il faut d'abord qu'on corrige et puis donc après on passe dans des commissions techniques et mais il va se passer du temps. On a je crois en tout on a que 3 ou 4 commissions à passer. Et donc voilà, c'est pas pour, l'année prochaine. Mmh. Voilà, peut-être dans 2 ans, quoi. Ouais, ouais, évidemment, c'est toujours hyper lent, mais j'imagine en plus toutes les paperasses, les justifications qu'il faut donner, ça doit être assez costaud, non? Bah, le plus costaud, je pense qu'on l'a fait, c'est l'écriture du texte. Ça fait 200 pages, c'est la partie, qui était peut-être la plus ardue, mais effectivement maintenant selon les retours qu'ils vont nous faire, il va falloir, peut-être qu'on complète avec des essais. On va aller dans des laboratoires, on va construire des murs, on va les casser, on va voir, quelles sont les valeurs. Voilà, on va peut-être être amené à répondre à des points, un peu plus pointus. Ouais, sur des analyses ou des C'est des ça, des évaluations plus fortes, quoi. c'est ça. OK. Qu'est-ce que j'allais te dire de plus? Nebraska, ça a été créé en quelle année? 2017. OK, excellent. Et donc toi, dès que tu as fini tes études, tu as rejoint Nebraska? Je suis sortie en 2012 de l'école, donc il s'est passé quelques années, mais oui, assez rapidement, ouais. Et est-ce que, il y a des choses que tu aimerais ajouter par rapport à toute cette construction, en paille porteuse, ou des choses que tu un petit peu un bilan de tes, maintenant presque plus de 10 années, d'intérêt sur le sujet? C'est quoi tes principaux enseignements jusqu'à présent sur ce sujet? Mmh, ouh là, d'un point de vue personnel ou d'un point de vue plus global, tu Bah, d'un point de vue perso, parce que je pense ouais. que, c'est un engagement assez fort parce que j'imagine que la plupart de tes collègues en école d'archi ont peut-être pas Mmh. forcément fait les mêmes choix que toi, donc ça devait pas être facile tous les jours, Ouais. j'imagine? Enfin, Bah, je ce qui est suppose? super chouette pour nous, c'est que, on était un peu personne il y a encore, je pense, 2-3 ans et c'est super chouette, en fait, là, de voir qu'il y a des institutions, il y a des maîtrises d'ouvrage qui s'intéressent à notre travail. Mmh. Ça donne vraiment ça donne de l'énergie, en fait et ouais, on est en train de ça fait plaisir de voir qu'on commence à être reconnu et qu'on ne crie plus seul, dans le désert, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a un vrai intérêt, moi j'observe, hein, chez les gens qui sont encore à l'école, chez les jeunes, ils sont ultra motivés. Ils en peuvent plus de dans les écoles d'avoir d'avoir les mêmes la même rengaine, en fait, donc on sent que ça pousse, en fait, voilà.
Moi, je sens ça. Vous intervenez beaucoup vous donnez beaucoup de cours dans les écoles? Pas beaucoup. On aimerait en donner plus, mais il faut trouver les endroits. Enfin voilà, faut arriver à s'immiscer. À se faufiler, ouais. Ouais. Je sais ce que tu veux dire. Excellent et encore une fois, on peut vous souhaiter que de nouvelles, portes, qui s'ouvrent et cetera parce que ce que vous faites, c'est vachement, pertinent, quoi donc bravo en tout cas pour votre parcours, quoi et justement si, on se resituait un petit peu au début, de tes études, d'archi, à ce moment-là, si tu devais te donner un conseil, si demain, tu croisais, Mathilde, donc j'imagine en 2007, quel conseil tu te donnerais, en tant qu'apprentie étudiante, en architecture? Je crois que je me dirais d'avoir confiance, quoi. De pas d'avoir Ouais, confiance, en fait. Je pense que j'avais vraiment des intuitions sur ce que je voulais pas faire, mais c'était pas clair ce que je voulais faire. Et qu'en fait, ouais, je pouvais avoir confiance je pense que j'avais peur de ces intuitions parce que en fait, je me disais: «Mince, je vais pas trouver un endroit où de place, quoi, ça va avoir du mal à trouver un endroit». Et en ouais et fait, puis j'imagine quand tu as tous tes profs et tous les gens autour de toi qui suivent entre guillemets l'ordre établi, enfin sans jugement aucun, mais je veux dire, les façons de faire habituelles, ça doit être hyper dur, quoi. ouais. Et puis, le milieu de l'architecture, c'est aussi un milieu qui est, au niveau, voilà, au niveau des agences, c'est un milieu un peu difficile, en termes de conditions de travail. Heu, je sais pas si c'est connu du grand public, mais c'est quand même, un métier qui est vraiment difficile, et voilà, du coup, je pense que c'était on a en à l'école d'archi, on le savait. Voilà, c'était des ça arrivait jusqu'à nos oreilles, mais on savait pas trop quoi en faire, quoi. Et je pense ça m'inquiétait. Projeter dans le passé, mais là, on va se projeter dans le futur. Je sais pas si tu as des enfants, Mathilde, mais peu importe, on va considérer que tu as des petits-enfants et que tu es en train avec eux. Donc mettons, je sais pas moi, dans, 40 ou 50 ans, mettons. Et en fait, il faudrait que tu leur parles de, finalement, pourquoi tu as lancé Nebraska? Enfin, comment tu pourrais, leur en parler finalement? Pourquoi tu l'as fait? Ah bah, je crois que moi, c'était un truc de sens, quoi. C'était pas possible j'avais envie d'aller dans le mauvais sens, quoi. Il y a Tu veux dire c'est que ramener c'est du polystyrène de l'autre bout du monde et du béton à chauffer à je sais pas combien de degrés, c'est pas une bonne idée. Ouais, ouais, moi c'était voilà, c'était je pense, impossible pour moi d'aller dans le sens conventionnel. Et c'est trop cool d'arriver à après c'est pas toujours possible pour tout le monde en fait, de trouver du sens dans son travail. Donc je veux pas faire, enfin, ouais, c'est pas forcément possible je pense, pour tout le monde. Mais en tout cas, moi c'est sûr que c'est une bonne source d'épanouissement de passer du temps, parce que le travail ça prend quand même vachement de temps, quoi. Ouais, Et c'est bah, clair. que ça produise un truc qui me donne l'impression d'aller dans le bon sens, quoi. Bah ouais, clairement, ouais. Cool. Eh ben, écoute Mathilde, c'était un plaisir, d'échanger avec toi, d'en savoir un petit peu plus sur cette façon de construire qui est, malheureusement encore aujourd'hui originale, mais qui n'est amenée qu'à se développer finalement. Est-ce que tu des liens? Alors tu as parlé de certaines études, je t'inviterai à me passer les liens, si je les retrouve pas. Mais est-ce que tu as des pistes, alors soit de livres ou peut-être même tout simplement le site de l'association Nebraska, histoire qu'on puisse approfondir le sujet? Ouais, bien sûr. Alors, je suis désolée, c'est un peu de l'auto-référencement parce que malheureusement, il y a pas beaucoup en fait, d'ouvrages sur la question de la paille porteuse, en fait. Donc, je peux citer effectivement le site de l'asso. C'est nebraskaconstruction.fr. OK. Voilà, pour tout ce qui est ouvrage, il y a des trucs en anglais, en fait, notamment qu'a écrit Barbara Jones, qui sont des livres assez techniques, mais c'est en anglais. Voilà. OK. Nickel. Et ben, un grand merci, pour ton temps, bonne route, à toi Cédric et tous les autres de l'association Ouais, je leur dirai. et puis bonne chance. Et ben, merci pour, l'intérêt que tu portes à tout ça. Merci beaucoup. Bah, de rien.